RFI et France 24 présentent Mardi politique. Il est dans mon groupe. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Ensemble, nous recevons Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis et président du groupe Gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors hier, Sébastien Lecornu a reçu le Parti socialiste, le Parti communiste, vous y étiez, sur le budget de la sécurité sociale. Le Parti socialiste est ressorti relativement optimiste de cette réunion sur la perspective d'un accord. Vous, beaucoup moins. Peut-on arriver à quelque chose de potable, comme l'explique Jérôme Guedj, le socialiste ? Franchement, je ne crois pas. Je ne pense pas parce que Sébastien Lecornu discute un peu avec tout le monde, essaye dans le huis clos des réunions qu'on a avec lui à Matignon de donner des satisfactions aux uns et aux autres, mais à la fin, quand on arrive dans l'hémicycle, on ne peut pas, sur un budget, satisfaire tout le monde. Et bon. Ça, on l'avait compris. Ouais. Et donc, moi, je n'y crois pas beaucoup. C'est un budget de la sécurité sociale. Donc, oui, il faut un budget. C'est du compromis. Non, c'est-à-dire que là, vous avez un budget qui est vraiment le budget macroniste pur jus. Il faut quand même savoir qu'il y a 20 milliards de déficit de la sécurité sociale. Il y a depuis 2017 80 milliards d'exonération de cotisations sociales. Donc on ne peut pas avoir asséché les recettes de la sécurité sociale, asséché les moyens pour l'hôpital public, les moyens pour les retraites, et ensuite venir pleurer sur le lait renversé et essayer de bricoler un espèce de compromis sur un coin de table pour essayer de sauver les fondamentaux de la Macronie. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que Sébastien Lecornu, il a été nommé pour être un peu celui qui va accompagner le président de la République jusqu'à son échéance de 2027 en essayant, de garder les fondamentaux de la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, de protéger le président de la République de toutes les tentatives de le faire démissionner ou de destituer. Quels sont les points aujourd'hui insurmontables pour vous ? Sur le budget de la sécurité sociale, oui. Déjà, le budget tel qu'il est arrivé gèle des pensions de retraite, quel que soit le niveau des pensions, année blanche pour toutes les prestations sociales. Il n'y a pas de réévaluation. Les franchises. Oui, mais il n'y a pas de réévaluation. Non, c'est une dévaluation. C'est une désindexation. Aujourd'hui, on nous dit... Parce que ça ne prend pas l'inflation en compte. Ouais. Parce que ça ne prend pas l'inflation en compte. Et puis en plus, c'est toujours formidable quand vous discutez avec des membres du gouvernement Lecornu. C'est le débat que j'ai eu dans l'hémicycle récemment avec Farandou. Il dit, ministre du Travail, 1,3% d'inflation. Si on est sur une année blanche, c'est $1. Bon, d'abord, ces gens pensent que c'est $1 sans savoir ce que c'est que de vivre avec une retraite de 1 200 €. 1%, c'est pas $1. Mais surtout, ce qu'ils oublient, c'est que l'inflation telle qu'elle est calculée, les 1,3% dont parle le gouvernement, c'est l'inflation globale, dans laquelle on met le carré Hermès, le sac Vuitton, le paquet de nouilles et le papier hygiénique. Bon. Mais si on reprend l'inflation des produits de première nécessité, ceux dont vous ne pouvez pas vous passer, ceux avec lesquels vous remplissez votre caddie au supermarché, c'est-à-dire les produits alimentaires de base, les produits d'hygiène de base, plus l'énergie pour se chauffer et avoir l'eau chaude, on est à 6 ou 7% d'inflation. 6 ou 7%. Donc une année blanche, c'est une année terrible, c'est une année noire pour les salariés. Roselyne vous disait tout à l'heure, il faut un budget. Vous avez répondu oui, il faut un budget. Sous-entendu un peu, ça dépend. Et c'est ce que vous avez dit, il faut un budget comme si ça n'était pas en effet un impératif à vos yeux. Ah si, c'est un impératif. Voilà, le Premier ministre répète sans cesse que le pire des scénarios serait qu'aucun budget ne soit adopté. Pour vous, il y a un plus mauvais scénario que celui-là, qu'un budget soit finalement adopté ? Non, mais de toute façon, il y aura un budget.
Bon. Oui, mais ça peut être la loi spéciale, par exemple. Ça peut être la loi spéciale, ça peut être des ordonnances. Il a retiré le 40. Mais la loi spéciale, c'est pas un budget qui est voté, qui est adopté. C'est Non, la loi spéciale, il a... Non, sur les ordonnances. Non plus. Non, moi, hier, quand on est allé à Matignon... Oui, parce qu'il faut suivre ça. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est assez variable d'une semaine à l'autre. Mais hier, à Matignon, le Premier ministre n'écarte plus comme avec autant de fermeté qu'il y a 3 semaines mais est-ce que ordonnances. je vous ai entendu en vouloir, en quelque sorte, aux socialistes qui font un deal qui veulent faire un deal avec la Macronie, mais dans le fond, c'est quand même eux qui ont obtenu la suspension de la réforme des retraites. Oui, mais d'abord, je leur en veux pas. Moi, je respecte... Si, vous avez dit, il y en a marre des socialistes qui... Non, je peux c'est pas mon genre, hein, parce que moi, j'aime tout le monde à gauche. Ah bon? Oui. Et je respecte tout le monde et je n'aime pas les exclusives quand les insoumis disent... Je crois que la phrase c'était « il y en a assez des socialistes ». Mais bon. Ah, moi? Ah non, c'est parce que j'ai dit voilà. Je ne souhaite pas que les socialistes parlent en mon nom. Voilà, c'est ça. C'est autre chose. Vous avez raison. J'en ai pas Un marre. agacement. C'est-à-dire que quand un député socialiste, Laurent Baumel, j'ai cherché son nom, dit dans Le Monde, il faut à tout prix pour qu'on s'en sorte qu'il y ait un deal entre les macronistes, les communistes, les écologistes et les socialistes, je lui dis, parle pour les socialistes et puis laisse les communistes. Voilà. Bon. Mais c'était juste un petit énervement de passage. Non, moi j'ai du respect, je comprends la stratégie du Parti socialiste, je ne la partage pas parce que je pense que vouloir à tout prix essayer de trouver un compromis et essayer de grossir, disons, les avancées qu'ils ont obtenues pour à tout prix faire passer le budget et éviter une élection anticipée. Mais alors, pour rester un instant sur cette fameuse réforme des retraites, si aucun budget n'est adopté, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui auraient profité de la suspension de la réforme des retraites pourraient en vouloir tout de même à ceux qui ont voté contre ou se sont abstenus et donc, de fait, n'ont pas permis que la suspension de la réforme des retraites soit mise en œuvre? Si le budget de la sécurité sociale n'est pas voté, ou s'il est battu, le gouvernement prend des ordonnances. Dans les ordonnances, c'est le budget initial, la lettre rectificative qui est passée au Conseil des ministres, met la suspension des retraites dans le budget initial, donc elle sera respectée. J'ajoute quand même que pour être tout à fait honnête, c'est pas une suspension. C'est un décalage. Oui, mais parce que j'étais chez le président de la République le 10 octobre avec les chefs de parti et les chefs de groupe. Le président Macron nous a dit on va faire un décalage de 3 mois payé par les retraités, par une désindexation. On a dit c'est pas possible, c'est une provocation. 14 octobre, le Cornu, le Premier ministre, vient dans l'hémicycle, fait sa déclaration de politique générale, il parle de suspension. Il dit tiens, suspension. Le président a parlé de décalage il y a 4 jours. Là, le Premier ministre parle de suspension. Qui a raison? Et donc, on va attendre les écrits. Et donc, on attend le 23 octobre, lettre rectificative au Conseil des ministres. Et là, il s'agit bien d'un décalage, c'est-à-dire pour les gens qui sont venus me voir, et j'en ai rencontré, qui me disent « Oh Stéphane, on est content. Désormais, on va partir à 62 ans et 9 mois avec 170 trimestres parce que c'est suspendu à ce stade-là de la mise en œuvre de la réforme des retraites. » Donc, certains me disaient moi, j'ai gagné 6 mois. Moi, j'ai gagné 1 an. Moi, j'ai gagné 1 an et 3 mois. Bon, et puis finalement, on regarde tout ça, et puis que nenni, rien du tout. C'est 3 mois de gagner pour 4 générations, de 64 à ceux nés entre 64 et 68, et puis la progression sur les trimestres continue. Donc c'est pas une suspension. En bon français, c'est pas une suspension, c'est un décalage. C'est toujours bon à prendre pour ceux qui vont en profiter, mais de toute façon, ça figurera dans les ordonnances. Je voudrais qu'on parle un peu de la Russie, puisque tous les yeux sont rivés aujourd'hui vers Moscou. L'émissaire Steve Witkoff doit rencontrer Vladimir Poutine pour présenter son plan de paix en 28 points. Washington affiche son optimisme, un plan favorable à la Russie. Est-ce qu'il est favorable forcément à la Russie? Est-ce que c'est les conditions de la paix? Mais avant, je voudrais vous interroger sur la déclaration fracassante de Vladimir Poutine qui a déclaré aujourd'hui « Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite, nous sommes prêts ». Est-ce que c'est une sorte, d'après vous, de provocation, de menace, ou bien c'est une façon de dire aux Européens « Écoutez, arrêtez de vous immiscer entre les Américains et nous ».
Bon, on peut appeler ça une provocation. De dire les choses, une menace, une provocation. Mais moi, ce que je note surtout, alors j'en étais sur le plan de paix, j'en étais non plus à 28 points, mais j'en étais à un plan remanié à 19 points en ayant écarté un certain nombre de propositions. Là aussi, ça change tout le temps. Mais vous avez raison, ça change tout le temps. Moi, ce que je note d'abord, c'est que il n'y a plus de diplomates, il n'y a que des hommes d'affaires. De la même manière que Clémenceau disait la guerre est une affaire trop grave pour la confier aux militaires, on pourrait dire aujourd'hui la guerre est une affaire trop grave pour la confier aux businessmen ou aux hommes d'affaires. Bon, c'est quand même étonnant de voir les diplomates relayés au second plan et de voir, dans un certain cas, les militaires ou les hommes d'affaires prendre le pas. Cet accord qui est en train d'être négocié est un accord qui, de toute évidence, est un partage de richesses avec au premier plan, non pas la paix pour les peuples concernés, mais surtout un partage des ressources naturelles avec toute une série de projections sur les ressources de l'Arctique, etc., etc. Bon. Donc, c'est quand même très, très inquiétant et je ne comprends pas bien le rôle de la France qui s'est quand même, et des Européens qui se sont quand même mis de côté, qui ont voulu soutenir l'Ukraine à tout prix dans sa défense et dans les efforts de guerre, mais sans jamais avoir parallèlement une initiative de paix. Une initiative de paix. Stéphane Peu, vous étiez hier au ministère des Armées, oui. Où vous avez été reçu avec les autres présidents de groupe de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est dit au cours de cette réunion ? Quel est l'état d'esprit au ministère des Armées ? Alors, le sujet de la réunion d'hier n'était pas... oui, mais enfin, j'imagine qu'on parle du contexte un peu. Le sujet, c'était de nous décliner, j'ai envie de dire, en langage politique, la déclaration du chef d'état-major des armées, de préparer les parlementaires que nous sommes à la déclaration et au vote qu'il y aura dans l'hémicycle le 10 septembre prochain, mercredi prochain, sur le budget de la défense, avec quand même cet autre aspect du budget qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que le seul poste de dépense qui va augmenter dans le budget de la nation, c'est le budget de la défense nationale. Et non Est-ce pas... que le contexte ne le justifie pas aussi ? Oui, je le regrette vivement, oui. Le contexte ne le justifie pas pour vous ? Non. Non seulement le contexte ne le justifie pas, puis vous savez, quand le chef d'état-major des armées parle de la force d'âme d'une nation, la force d'âme d'une nation, c'est d'abord un peuple instruit, un peuple éduqué, un peuple formé et un peuple qui fait nation et qui est rassemblé autour d'objectifs. Or, vous ne pouvez pas avoir un gouvernement et un président de la République qui, comme aucun de ses prédécesseurs, a fracturé le pays, divisé le pays, qui a élargi le fossé des inégalités entre les Français, qui a opposé les Français les uns aux autres. Vous ne pouvez pas avoir un président de la République qui a autant fracturé le pays comme Emmanuel Macron, qui aujourd'hui, au nom d'un risque qui ne nous est pas expliqué et qui n'est pas étayé, nous demande... Donc vous êtes en train de dire qu'il ne faut pas avoir peur de la Russie ? Je ne dis pas ça. Je dis que moi, je veux qu'on m'explique. Je suis député à l'Assemblée nationale. On me demande de voter un budget, de faire des efforts. Je veux un minimum d'explications sur la menace. Donc je ne nie pas la menace, mais je sais aussi que la France, l'Europe, mais d'abord la France, elle doit aussi tenir un discours et être à l'initiative pour défendre et valoriser le droit international. Moi, je suis effaré de voir comment la France devrait être le dernier pays à essayer de valoriser les Nations Unies, à essayer de valoriser le droit international, à essayer d'être irréprochable sur le fait qu'il y a une grande partie du monde, notamment ce qu'on appelle le Sud global, qui veut bien entendre notre discours sur le droit international, à condition qu'il ne soit pas à géométrie variable. C'est-à-dire, on brandit le droit international et le respect des frontières quand il s'agit de l'Ukraine, on l'oublie quand il s'agit de Gaza.
Ouais. Alors, hier, Emmanuel Macron a reçu une nouvelle fois le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il lui a réaffirmé son soutien et il a dit à propos de la vaste affaire de corruption dont on parle beaucoup en ce moment en Ukraine que la France n'était pas là pour donner des leçons en la matière. Est-ce que vous pensez tout de même que cette affaire qui a conduit, rappelons-le, au limogeage du bras droit du président ukrainien, est-ce que cette affaire fragilise l'Ukraine aujourd'hui dans les négociations et les discussions qui sont en cours en ce moment même ? Oui, je pense que ça les fragilise, d'autant qu'ils n'ont pas limogé qu'une personne, hein, ils ont limogé tout un cercle de personnes. Oui, on a beaucoup parlé de son bras droit parce que c'était l'un de ceux qui conduisait lui-même justement les négociations. Il y a des ministres, des gens qui étaient dans le cercle rapproché de Zelensky qui ont été limogés, donc bien sûr que ça fragilise, mais surtout, moi je pense dans cette affaire au peuple ukrainien, c'est-à-dire un peuple ukrainien qui subit la guerre, qui compte ses morts, et qui, par ailleurs, a des dirigeants qui profitent de cette situation, parce que c'est une corruption sur l'économie de guerre, notamment une corruption sur les milliards d'euros qui ont été versés par l'Union européenne et par les États-Unis, et sur le gaz. Et donc, moi, j'ai surtout une pensée pour le peuple ukrainien, pour qui, j'ai envie de dire, c'est un peu la double peine. La guerre que mènent les Russes et la corruption de ses dirigeants. Est-ce qu'il faut quand même un plan de paix, même s'il est favorable à la Russie ? Moi, je pense qu'il faut un plan de paix et qu'il soit un plan de paix et pas seulement un cessez-le-feu. C'est-à-dire un plan de paix, c'est un plan qui prémunisse l'Ukraine contre des futurs retournements ou des futures attaques qui permettent de conserver son intégrité territoriale. Et il faut que l'Europe se mette davantage au service d'un plan de paix où elle joue un rôle plus important que celui d'être spectateur d'un deal entre Américains et Russes. Et pour cela, elle aurait dû emprunter le chemin de la diplomatie beaucoup plus fortement qu'elle l'a fait en étant seulement un soutien militaire à l'Ukraine. Rapidement. Un soutien militaire, d'ailleurs, avec beaucoup de promesses non tenues en matière d'armement. Rapidement, s'il vous plaît, parce qu'il nous reste à peu près une minute. Emmanuel Macron a relancé il y a quelques jours une idée qu'il défend depuis des années déjà, la mise en place d'un dispositif de labellisation ou de certification des médias afin de distinguer ceux qui sont fiables de ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont dignes de confiance. Le chef de l'État a évoqué l'hypothèse que ce travail pourrait être fait par une ONG, par exemple, comme Reporters sans frontières. Est-ce que vous soutiendriez ou est-ce que vous vous opposeriez à un dispositif de ce genre ? Non, moi, je trouve ça extrêmement dangereux. Et pas la première fois que Emmanuel Macron est pris en faute sur sa conception des libertés publiques et des libertés individuelles. Il a une vision très pro-business de la société, mais aussi parfois un peu autoritaire. Et c'est tout le problème d'ailleurs de nos institutions de la Ve République, la monarchie présidentielle. Merci. Avec le temps, elle fabrique des gens parfois qui prennent un peu de liberté avec les libertés. Merci Stéphane Peu, merci, bonne soirée. Merci Frédéric, merci d'avoir été notre invité. Également un grand merci à Flore Simon, à Camille Néran et à toute l'équipe technique. À très vite, merci.